Notre seconde table ronde qu'on a appelée le regain d'intérêt du nucléaire du point de vue des déchets. Alors de ce point de vue, c'est une table ronde qui ne va pas être simple, à driver parce que pardon, excusez-moi, pas l'habitude des micros, qui ne va pas être simple à driver parce que nous avons fait le pari de ce qui a été un peu abordé tout à l'heure, de mettre ensemble des gens qui pose le problème des déchets, mais avec des techniques et des visions différentes. Donc, nous, d'un côté, si j'ose dire, le renouveau, le regain d'intérêt que suscite justement le nucléaire, les capacités aussi potentielles financières qui semblent arriver à la fois de l'Europe, du gouvernement, etc., font qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de start-up qui se lancent résolument dans des projets qui sont un peu époustouflants, je dois le dire, de la part en tout cas des scientifiques coincés dans nos institutions que nous sommes à l'origine, de voir d'un seul coup des gens qui relancent des choses comme ça. Bon, donc nous avons demandé à Jean-Luc Alexandre, président de NAREA, d'être là, Stefano Gono, président de Nucléo. Et puis de l'autre côté, nous avons demandé, ça c'est pour les tenants d'un nucléaire nouveau, essentiellement sur les rapides, non producteurs de déchets, des actinides mineurs dont nous parlions tout à l'heure. Et de l'autre côté, nous allons demander à Franklin Servan-Schreiber et à Alex Muller de venir pour remettre en avant l'idée des ADS et donc des outils dédiés à la gestion des déchets des actinides mineurs. Et puis, nous bénéficierons du point de vue de Valérie Faudon. Vraiment, merci à toi Valérie d'être venue jusqu'à nous. Qui est la déléguée générale de la Société française de l'énergie nucléaire et qui a une vision d'ensemble à nul autre paraître, pareil, et à qui on confiera peut-être la conclusion de ce débat. J'oserais dire, pour lancer un peu sur un mode presque provocateur, mais après tout, on est là aussi pour oser dire ce qu'on n'a pas... on ne dit pas d'habitude, c'est pourquoi si tard? Pourquoi si tard alors que globalement, dans le domaine des réacteurs nucléaires, presque tout a été fait, les démonstrations ont été faites depuis des années et des années, les sels fondus, il y a eu, etc. etc. Pourquoi aujourd'hui cette capacité, cette relance, comment pensez-vous qu'il y a à ce moment privilégié pour relancer en tout cas des projets tels que ceux à sel fondu, tels que ceux avec du plomb comme avec haloporteur, enfin etc. Donc qu'est-ce qui fait que ça peut redémarrer aujourd'hui? En quoi vous pensez qu'on est dans une situation nouvelle qui permet effectivement de relancer rapidement les choses? Voilà, ça c'est pour le tenant des réacteurs rapides. Pour du côté des ADS, c'est là aussi, on sait maintenant à peu près pourquoi si tard, mais pour autant, pourquoi pas ensemble? Pourquoi pas alors qu'on voit bien qu'il y a tant de freins, tant de difficultés, pourquoi une communauté scientifique et des projets qui se diversifient là où on pourrait imaginer plutôt des convergences? C'est une façon d'aborder le débat. Je vous laisserai pour chacun, compte tenu du temps, qu'il y ait une présentation pour chacun d'entre vous des projets où vous en êtes en fait, et puis après ça amorcer un débat un petit peu plus qui nous permettra de dire que peut-être, je me souviens d'un coup de téléphone avec Valérie il n'y a pas si longtemps, qui était du genre que le meilleur gagne, mais au-delà de ça, oui, merci en tout cas de vous attaquer à ce problème-là. Comme on l'a dit,
il n'est pas trop tard, mais quand même. Allez, à chacun d'entre vous, en tout cas, de faire un petit point sur... je voudrais, par contre, les deux startups de départ, et puis après, on vous fera les ADS après. Hein, ok. Allô. Oui. Bonjour à tous. Permettez-moi d'abord de remercier le Sénat d'héberger ce colloque, c'est très important, et de saluer les propos de Gérard Longuet qui sont vraiment très forts et très éclairants. Et il faut qu'on garde bien ça à l'esprit. Je vous remercie bien sûr Brice Lalonde et vous-même d'organiser ce colloque et de nous avoir invités. Pourquoi maintenant et pourquoi pas plus tôt? Je vous dirais très simplement, on va laisser aux historiens le soin d'expliquer l'histoire. Le rapport sur la commission d'enquête sur la perte de souveraineté énergétique a déjà balayé le terrain et je pense que les conclusions sont assez éclairantes. Aujourd'hui, nous, on se place plutôt dans le futur, dans le présent et dans le futur. Et il y a une question qu'il faut se poser. Pourquoi maintenant vous avez une telle prolifération, j'ose dire, du nombre d'opportunités, d'initiatives, de start-up et d'autres entités? Mais il faut savoir que nous sommes tous à la croisée des chemins. Nous avons une explosion de la demande électrique. Explosion. Dans les 30 ans qui viennent, vous aurez la demande au niveau mondial qui va multiplier par 4. Nous ne sommes pas capables, avec les technologies actuelles aujourd'hui, de produire cette multiplication par 4. Ce qui veut dire que, 1, il y a de la place pour tout le monde. Donc déjà, toutes les initiatives sont les bienvenues. 2, il est urgent de passer la vitesse supérieure et probablement d'utiliser les industriels pour justement mettre en œuvre ce que les scientifiques ont déjà bien développé. Car on l'a dit, nos scientifiques ne se sont jamais arrêtés. Donc nous avons acquis un certain niveau de connaissance. La 4e génération paraît une évidence lorsqu'on regarde pour pouvoir éradiquer justement ces actinides mineurs et ce plutonium, donc on va dire vraiment les déchets de longue vie et de forte toxicité. Mais il faut ne pas privilégier une technologie pour une autre, car véritablement, nous ne serons pas capables de produire cette multiplication par 4. Donc une fois qu'on a dit ça, nous, Narea, nous avons choisi dès le début, nous avons une vision humaniste. Hein. Nous avons d'abord une vision mondiale, c'est-à-dire nous prenons la problématique au niveau mondial. La France, c'est une tête d'épingle sur la planète. Par contre, c'est une tête d'épingle importante parce que c'est là où il y a une grosse connaissance du nucléaire, et notamment du nucléaire de 4e génération, et de tout ce que l'on sait. Nous avons voulu prendre une décision qui est l'éradication des déchets nucléaires, parce que finalement, c'est l'épine dans le pied du nucléaire conventionnel. Les antinucléaires, quand vous les questionnez aux 4 coins du monde, il faut sortir du territoire, ont tous les mêmes arguments. La gestion des déchets nucléaires. Donc à partir du moment où on prend ça comme point de départ, on se dit ça devient notre combustible, puisque nous savons tous très bien que certains de ces éléments ont encore beaucoup d'énergie, il va falloir aller les éradiquer. Les éradiquer, c'est faire quoi? Et là, c'est l'entrepreneur qui change sa casquette, qui dit forcément, il faut que j'en produise quelque chose. Et donc, il faut que je produise de l'électricité. Donc nous, ça a été notre parti de dire, nous allons brûler du plutonium et des actinides mineurs, et nous allons brûler au plus proche des consommateurs. Nous, nos clients, ce sont les industriels. Parce que qui c'est qui pollue la planète avec les émissions de carbone? Ce sont les industries. Ce n'est pas nous, particuliers, individuels, qui le faisons. Malheureusement, c'est toute l'industrie. Il faut décarboner l'industrie. Pour la décarboner, soit on produit massivement, et c'est ce qu'on fait déjà aujourd'hui en France, mais vous avez une décorrélation entre le centre de production et l'utilisateur, donc le réseau. Pour pouvoir s'affranchir du réseau, il faut produire au plus près. Donc il faut faire des tout petits réacteurs. Ça, c'est le premier point de départ. Le deuxième, c'est d'éradiquer les déchets, donc d'utiliser ce plutonium, ces actinides mineurs. Le 3, c'est d'avoir un niveau de sûreté très élevé et d'utiliser une technologie qui nous assure, selon nous, c'est le choix que nous avons fait, le plus haut profil de sûreté intrinsèque. C'est le réacteur à sel fondu. Donc un réacteur à sel fondu, en spectre rapide, nous l'avons dit juste avant dans la dernière table ronde, pour pouvoir brûler du plutonium, des actinides mineurs, que nous mettons dans des chlorures, mélangé dans un sel de cuisine, du NaCl, ça ne sert à rien d'aller faire des sels toxiques, il suffit de partir de sels très simples, avec évidemment de la technologie derrière, et puis vous arrivez à avoir un rendement extrêmement élevé, puisque en fin de cycle, vous avez brûlé 99% de vos noyaux lourds. Et donc, l'engagement que nous prenons, nous, Narea, c'est de produire une énergie qui soit véritablement zéro déchet, de longue vie et haute activité. Nous cherchons à véritablement éradiquer toute cette partie-là. Dans le même temps, on en profite pour pouvoir brûler de l'uranium appauvri parce qu'on a des quantités phénoménales. Et donc ça, c'est très important. C'est de dire, nous avons en plus
un gros stock d'uranium appauvri ou retraité que l'on pourrait utiliser, eh bien, il faut avoir un réacteur qui soit relativement souple, dans lequel on peut mettre un peu de tout. Donc c'est cette combinaison qui fait que, du coup, vous avez une unicité de choix technologiques, et puis vous êtes en mode industriel, c'est-à-dire que, oui, je comprends, les scientifiques ont besoin de temps pour pousser les feux, pour aller loin. L'ingénieur n'est pas dans cette configuration-là. L'ingénieur n'a pas besoin d'avoir le 20 sur 20. Le 15 sur 20 est très bien pour être déployé sur le terrain, parce qu'il fait avancer aussi les feux. Et il donne des moyens supplémentaires aux scientifiques pour aller encore plus loin. Il faut mettre en œuvre très rapidement et servir ce marché. Car demain, l'année prochaine ou dans 2 ans, nous aurons déjà des difficultés de blackout. Pas seulement qu'en France. Regardez au niveau mondial. Regardez plus 4 degrés que le ministre Béchu nous parlait encore hier. Comment va-t-on faire plus 4 degrés ? Nous allons climatiser. Donc vous allez avoir cette explosion de demande électrique et il va bien falloir produire cette électricité. Donc une multiplicité des réacteurs avec un niveau de sûreté inégalé et donner l'assurance à la population qu'il n'y aura plus de déchets de longue vie, c'est pour les générations futures. On ne peut plus laisser à nos enfants et nos petits-enfants le fait de vivre avec ces déchets. Donc nous devons revenir à ces déchets de vie raisonnable. On parlait tout à l'heure d'une centaine, même si ça va jusqu'à 250 ans, c'est gérable. Regardez un bâtiment à Paris, il y en a plein qui ont plus de 250, 300 ans. Donc c'est gérable. Et c'est un engagement qu'il faut prendre à la fois pour la planète, mais à la fois pour les générations futures. Merci. On va faire la même chose avec Nucléo. Merci. Je ne vais pas attendre l'historicien pour répondre à la question parce que je pense que c'est très simple. Je pense que le nucléaire a été vraiment arrêté pendant 40 ans, l'innovation, parce que les gens avaient peur, parce que les gens avaient peur des déchets radioactifs et parce que surtout le nucléaire est cher. Et cher, non pas dans l'absolu, mais cher par rapport au pétrole et au gaz. Donc aujourd'hui, qu'il y a un besoin de décarbonisation, bien sûr, le nucléaire revient en force dans l'équation parce qu'on ne peut pas tout résoudre avec les renouvelables. Il faut une source stable d'énergie derrière pour rendre aussi les renouvelables moins chers. Donc, la question est simple, pourquoi on est là. Donc, on est là, mais on a 70 ans d'expérience du nucléaire et il faut réfléchir à un nucléaire durable, mais aussi se référer à toute l'expérience. Donc, pour ne pas produire des déchets, trop de déchets et les brûler les déchets, il faut utiliser, on l'a dit avant, un spectre rapide. Donc, il faut des neutrons qui ne soient pas gentils. Et je vais vous donner une quantité pour vous montrer l'impact de ces choix. Le vrai déchet nucléaire est la fission, donc les 2 fragments de fission. Une production d'un gigawatt électrique pendant une année produit seulement 900 kg de produits de fission, qui c'est moins d'1 mètre cube. Donc ça, c'est le vrai déchet de la fission, avec n'importe quel système, parce que c'est la mathématique. Hein, c'est pas... Donc, et donc c'est à ça qu'il faut arriver. Les systèmes d'aujourd'hui utilisent 200 tonnes d'uranium, qui génère plus ou moins 24 tonnes de combustible, qui devient un déchet, tous les 24 tonnes, si on ne le sépare pas, sinon ça se réduit encore, mais c'est encore des quantités énormes. Il faut arriver au moins d'un mètre cube. Donc il faut retourner au multirecyclage. Mais comment le faire ? Le choix de notre entreprise, donc nous on est une start-up qui a moins de 2 ans, mais on a déjà 350 employés, plus de 400 millions levés, 1 milliard en augmentation de capital. On veut investir 3 milliards en France pour faire le premier réacteur nucléaire ici en France et aussi la première usine du MOX. Pourquoi les MOX ? Parce qu'on l'a fait pendant 60 ans. On a commencé à le faire avant que je viens au monde, donc une très longue expérience. Et c'est un peu la clé c'est un des clés, bien sûr, pour pouvoir brûler les déchets massivement, les déchets radioactifs. Ce gigawatt électrique produit à peu près 1 tonne de plutonium presque.
par année. Donc, c'est des quantités significatives. Tandis que les actinides mineurs sont seulement quelques kilos, quelques dizaines de kilos. Donc, il y a des quantités. Le plutonium, justement, était évoqué avant, c'est le problème principal. C'est assez facile de faire du MOX avec du plutonium. Les Belges étaient les premières, les Français ont continué à le faire, plusieurs pays l'ont fait. Et quand on a commencé à faire du MOX, on n'avait pas assez de plutonium pour fermer le cycle de combustible, donc on a inventé des surgénérateurs. Aujourd'hui, on peut mettre un peu plus de plutonium dans le mix et brûler le plutonium. On peut le faire très rapidement, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de plutonium. Il y a 140 tonnes aux UK, il y a peut-être une centaine de tonnes ici libres, déjà retraitées. Donc, avec un peu de puissance installée, il faut de la puissance, hein, il ne faut pas des petites machines, il faut de la puissance installée, on peut effectivement le brûler. Et il ne faut pas vraiment rien changer à ce qu'on a pris ici en France pour la méthode de fabrication. Donc, il faut arriver dans une situation idéale dans laquelle tout l'uranium qui a été extrait est transformé dans des fragments de fission, et dans lequel le plutonium et les actinides restent dans les réacteurs, donc il n'y a plus de libre, et sont continuellement recyclés dans un cycle de combustible qui est sain. Ça, c'est tout à fait possible, 100%. Un réacteur, c'est vrai qu'un réacteur nucléaire ne peut pas marcher avec des centaines de kilos d'actinides mineurs, mais avec le pourcentage d'actinides qui crée, même un peu plus, il peut le brûler. Donc, c'est un cycle très, très intéressant à implémenter. Et donc, sur lequel la France a beaucoup d'expérience. C'est pour ça qu'on va refaire une usine MOX pour brûler avec un teneur de plutonium plus élevé, jusqu'à 30%, parce qu'on puisse le brûler aussi. Et on veut montrer aussi, donc une usine comme ça coûte à peu près 2 milliards, plus ou moins, et il produit 40 tonnes de combustible par an, 40-50 tonnes. C'est un investissement important, donc c'est pas, il y a un côté aussi coût qui rentre dans le, c'est pas seulement l'envie de le faire, c'est aussi le coût d'investissement, donc c'est important de le savoir. Et donc, aujourd'hui, il y a un phénomène qui est important, c'est l'intérêt du privé pour investir dans le nucléaire. Et je pense que les petits réacteurs nucléaires aident beaucoup. Parce que si on pense, je prends toujours les exemples anglais, parce que je connais les numéros, mais si on pense à l'installation de Hinkley Point en Angleterre, c'est une grosse centrale nucléaire avec 2 réacteurs. L'investissement est 34 milliards, maintenant évalué à 34 milliards de livres. Un investissement qui est immobilisé pendant 10 ans, au moins. Et aujourd'hui, il faut aller vers les petits réacteurs parce qu'il faut imaginer qu'on peut investir seulement moins d'1 milliard d'euros, peut-être 800 millions, au lieu de 34 milliards, et on peut le bloquer pendant 3 ans. C'est la construction le vrai temps de construction d'un petit réacteur dans lequel les composants sont faits en Europe et sont assemblés sur place. C'est comme construire un petit navire. Donc c'est là qu'il faut arriver. C'est exactement pour cette raison que l'industrie va vers cette direction. Peut-être les réacteurs nucléaires petits peuvent coûter en général pas vraiment moins que les gros réacteurs, mais le coût du capital est complètement différent. Donc ça ouvre aux capitaux privés. Notre succès comme entreprise pour lever de l'argent montre qu'il y a un intérêt du privé dans le nucléaire. Donc je pense que le privé, bien sûr dans un cadre public, avec une approche durable du nucléaire, donc recycler tous les déchets radioactifs, peut vraiment contribuer à changer de vitesse pour la transmutation. Et je pense que, excusez-moi, je termine parce que je ne vais pas enlever un rôle aussi à la transmutation avec les accélérateurs. Il y a un problème pratique à résoudre parce qu'aujourd'hui on sait faire du MOX parce que le plutonium, on peut le manipuler avec les mains. Et donc les usines de MOX aujourd'hui sont assez simples. Il faut passer dans une fabrication
légèrement plus complexe, mais pas difficile, parce qu'il faut protéger les gens qui travaillent pour faire des combustibles chauds. Donc, c'est ça un peu le passage qu'il faut faire. Et on a des quantités d'actinides aussi considérables. Donc, je pense qu'il y a peut-être toujours un rôle pour une transmutation différente que celle faite par les réacteurs rapides. Donc ça, je pense que c'est un peu l'expérience qu'on doit accumuler maintenant en traitant des combustibles chauds qui nous donnera les réponses si les réacteurs sont 100% nécessaires, suffiront à 100%, ou s'il y a besoin aussi des accélérateurs pour terminer de faire ce travail. Ou bien des réacteurs à sel fondu, parce qu'il n'y a pas de problème non plus là-bas. Merci infiniment, en tout cas, pour ces deux approches qui montrent qu'effectivement, il y a de l'innovation, il y a de l'envie et sans doute des capacités de mobilisation, effectivement, du capital tout à fait différentes, permettant ce type d'initiative. Je continue à penser, personnellement, si vous le voulez bien, que quand même, nous sommes confrontés là en France à une relance par les EPR et que quelque part il y a aussi une place justement pour des équipements dédiés directement à la transmutation des actinides mineurs. De ce point de vue, nous avons là sur le plateau Franklin Servan-Schreiber qui pour Transmutex qui est, que je sache, depuis l'origine qu'on peut remonter, alors on a parlé de Roubien, mais on sait que c'était même avant Roubien, Roubien ayant d'une certaine façon actualisé la chose à la fin des années 90 pour quelque chose comme ça, et enfin dans les années 80-90, et puis repris après ça, et là Alex nous en parlera sans doute, sur le secteur de la fameuse roadmap de 2021, etc. Mais dès cette origine, il y avait, que je sache, du côté des institutions scientifiques, cette volonté d'aller vers un équipement dédié d'ADS d'ailleurs, mais dès cette origine, il y avait aussi des tentations que ça passe par le secteur privé, ou tout au moins avec une forte participation du secteur privé. Je crois avoir compris que Roubien lui-même avait plus ou moins monté une boîte en Espagne pour la chose. Enfin, mais tout ça, c'est peut-être les commentaires d'ailleurs. Mais globalement, aujourd'hui, Franklin, Transmutex, c'est quoi? Où il en est? Comment vous vous situez aujourd'hui dans les perspectives réelles et concrètes de dire comment on s'attaque à cette situation et où en est votre projet? Vous êtes gentil, merci beaucoup, merci de nous avoir invités, merci Brice. En tant qu'historien, j'aimerais bien répondre à votre première question assez rapidement parce qu'il y a un exemple très fort pour nous, c'est la pénicilline, qui a été inventée, évidemment, découverte en 1928, mais évidemment, personne ne savait comment la produire. Tout le monde pensait que c'était impossible et beaucoup trop compliqué jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, sous la pression évidente du besoin absolu, nous avons bien découvert comment faire de la pénicilline, ce qui nous permet de vivre convenablement, et bien trop vieux d'ailleurs probablement, aujourd'hui. Donc, je rejoins M. Alexandre qui dit « Nous avons un besoin impérieux d'électricité et donc nous allons trouver les moyens. » Voilà, la foi dans la lumière, dans la science, dans la technologie, dans le progrès humain qui est un peu trop remis en cause. Quand on a des problèmes, on y fait face et l'intelligence humaine trouve des solutions. Donc voilà, dans le contexte historique, il y en a bien d'autres évidemment, mais enfin la pénicilline c'est assez frappant. Transmutex est une société franco-suisse qui est l'émanation directe évidemment du projet de Carlo Rubbia, mais aussi du projet qui venait d'avant de Los Alamos, avec qui nous avons des très bonnes relations. La description, donc je vous décris le projet assez rapidement, parce que c'est vrai qu'il est moins connu, il en entend moins parler en France que mes deux collègues, start-upers, disons. Qui est, nous avons un choix d'accélérateur de particules qui est un cyclotron. Nous avons fait ce choix parce que en Suisse, au Paul Scherrer Institute, il y a un cyclotron qui marche à haute puissance depuis 30 ans. On a repris en accord avec eux entièrement le plan. Donc c'est comme si nous avions fait 50 ans de recherche parce que ça fait 50 ans qu'ils sont sur le truc.
Et pourquoi on a choisi ça? Parce que l'efficacité des cyclotrons est bien plus haute et nous pensons que justement, comme vous en avez parlé, enfin, on en a parlé dans la première session, la fiabilité est beaucoup plus haute. Donc nous pensons avoir résolu, en tout cas dans nos simulations et en accord avec les plus grands spécialistes du domaine, le problème de la fiabilité des accélérateurs pour des ADS. La deuxième chose, c'est que nous avons fait le choix, comme Stéphano, d'avoir un caloporteur au plomb. Nous avons été en Russie pour rencontrer les grands spécialistes du caloporteur plomb-bismuth et je crois qu'on s'est convaincu tout seul. Ils ont essayé de nous convaincre du plomb-bismuth et finalement ils ont réussi à nous convaincre qu'il ne fallait pas faire de plomb-bismuth. Donc on a choisi le plomb. Ce qui nous a posé un problème parce que nous avions un accord avec Rosatom qui allait être mis en place et puis finalement la guerre a tout remis les cartes sur la table. Mais nous avons un accord avec le plus grand, je pense, le plus avancé en tout cas projet européen de plomb qui est avec Ansaldo Nuclear en Italie. Donc nous mettons ces pièces en là. Et la troisième pièce qui est très importante pour nous, c'est que, vous en avez entendu parler tout le temps, mais c'est sous-jacent, mais c'est essentiel, il faut un recyclage. On ne peut pas transmuter le plutonium ni les actinides mineurs d'un seul coup. Tout ne brûle pas. Donc il faut recycler jusqu'à 5 fois le même combustible. Donc il faut une exigence de qualité de recyclage. Et nous avons été chercher aux États-Unis ce que nous pensons, bien sûr chacun fait ses choix, c'est là où c'est passionnant, nous pensons que la meilleure technologie n'est pas celle qui existe en France avec la Hague, qui est un vrai vieux projet. Nous pensons que le meilleur système de recyclage sera le pyroprocessing, l'électro-raffinage, où il y a eu un pilote aux États-Unis. Nous avons travaillé avec eux depuis 2 ans. Nous sommes convaincus de pouvoir y arriver avec 99 et probablement 99,9% de séparation des produits de fission avec des produits à longue vie, des actinides mineurs et du plutonium. Et c'est un système petit qui travaille avec du combustible à chaud, donc le combustible a besoin d'être beaucoup moins longtemps dans les piscines qu'avec le système qui est en place à La Hague, et donc plus rapide pour transmuter les déchets nucléaires. Voilà, donc nous mettons ensemble tout ça. Et le quatrième élément, il y en a tellement, mais le quatrième important, c'est que nous voulons travailler avec le thorium. Pourquoi ? Parce que comme l'a dit M. Alexandre, la France, c'est rien. On résout pour la France, on résout même pas 1% du problème du CO2 dans le monde. Ce qui est important, c'est de mettre le génie français et le génie européen, et c'est là où je suis très fier d'être proche du CERN, c'est parce que c'est vraiment l'expression du génie européen, au service du monde. Il faut tout de suite penser en dehors de nos frontières. Tout de suite. Le cycle de l'uranium est un cycle proliférant. Les Américains ne nous permettront pas d'exporter des technologies basées sur l'uranium avec la séparation du plutonium. C'est fini. C'est mort. Pour moi, en tout cas, c'est mort. Quand on parle avec les Américains, et ils sont très puissants, et je veux bien que l'Europe fasse cocorico, je ne sais pas quoi, mais enfin bon, c'est les Américains qui dirigent, on n'y arrivera pas. Le thorium est un nouveau cycle du combustible qui n'est pas proliférant, ou qui est considéré comme proliferation proof, comme on dit, et donc exportable. Et c'est pour ça que nous avons des fonds américains qui nous financent, des fonds français, j'en suis assez fier aussi, des fonds suisses, mais que nous avons aussi un accueil tout à fait étonnant en Asie, parce que les pays qui ne sont pas encore nucléaires ne veulent non seulement pas les déchets, mais surtout pas la prolifération. Voilà où nous en sommes. Nous avons levé pas beaucoup d'argent, parce que nous pensons, un peu contrairement à M. Alexandre, qu'il ne faut surtout pas se précipiter. C'est comme ça que les projets plantent. Je m'excuse de vous remettre en question, mais on est là pour ça. Je pense que l'EPR s'est lancé trop vite. Je pense que ITER s'est lancé trop vite. Je pense que c'est pas SpaceX, notre modèle, parce qu'on n'a pas envie de fusée qui explose. Tout le monde nous dit, oui, c'est formidable, private, public, tout ça, mais non, il ne faut pas que notre fusée explose. Donc il faut y aller de manière systématique, et il faut faire le plus de simulations possible, et il ne faut pas, à mon avis, dire qu'on va avoir quelque chose sur le terrain d'ici avant 2030. Ça me paraît impossible, et ça va faire une perte de confiance avec le public. C'est vrai pour la fusion, et c'est vrai pour la fission.
Il faut faire très attention. Le nucléaire, c'est dangereux. La sûreté fait peur, autant que les déchets. Voilà où on en est. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alex, tu nous donnes le point de vue. J'ose presque dire, je donne le point de vue européen, presque parce que toute cette roadmap dont je vais parler dans quelques secondes, elle est poursuivie plus lentement qu'on a pensé en 2001, mais elle est poursuivie et elle est poursuivie dans le cadre des framework programmes d'Euratom avec beaucoup de succès et je ne peux que remercier cette collaboration européenne qui dure depuis 20 ans d'une manière assez efficace. Et je voulais d'abord faire une autre remarque. Moi aussi, je tiens à remercier les organisateurs du colloque. Vraiment un grand merci, Monsieur le ministre Jean-Claude. Et je tiens aussi à remercier Monsieur Gérard Longuet, qui vient d'une région qui n'est pas trop loin de la région, bon, on attend mon accent, la région d'où je viens, où je suis né surtout. Mais il y a un seul mot dans ce discours remarquable qui m'a choqué, que d'autres intervenants ont utilisé et que je regrette profondément comme scientifique, c'est le mot décarboné. Le carbone, c'est la vie. Nous sommes basés sur ça. On ne veut surtout pas être, je voudrais surtout pas être décarboné. On veut éviter les gaz à effet de serre. Et je ne comprends pas comment cette vraiment mauvaise expression est devenue moderne dans l'espace de quelques années. Ce serait vraiment bien si on l'évite. Notons au passage qu'il n'y a pas que le CO2, mais qu'il y a le méthane. Les choses sont couplées. Et il y a d'autres, bien sûr. Méthane étant d'ailleurs beaucoup plus redoutable que le CO2 au passage. Méthane qui peut être détruit par des NOx qui émettent des avions en haute atmosphère. Pendant le Covid, la concentration du méthane a énormément augmenté dans la haute atmosphère parce qu'il y avait moins d'avions. Tout est couplé, tout est très très compliqué. Ces mots simplistes sont profondément anti-scientifiques. Ça s'adressait aussi aux journalistes au passage et aux politiciens. Bon, maintenant au fait. On était donc chargé, c'était un groupe de scientifiques par les gouvernements européens en 1999-2000 d'écrire un rapport sur la transmutation et sur la technologie ADS. Ça, c'est la roadmap auquel Jean-Claude Lescornet faisait allusion. C'est une œuvre qui est toujours d'actualité, à tel point qu'on retrouvait dans nos affaires, là, on trouve le sigle qu'on avait mis à l'époque sur nos documents. Ce sigle, on le trouve ici, toujours dans votre colloque, dans les matériaux. Bien. Et donc, on a défini une roadmap, donc une feuille de route d'une programmation de recherche qui devrait se faire. Et effectivement, ces recherches se sont inscrites dans les différents programmes cadres d'Euratom. Et là, je ne vais pas retracer tout le chemin, je peux évidemment répondre aux questions, mais la première pierre à l'édifice, en quelque sorte, c'était coordonné d'ailleurs par Areva, c'était le projet PDS-XADS qui était un préliminaire design du système. Et je saute les dizaines de contrats qui étaient réalisés depuis, toujours dans des larges collaborations européennes. La chose s'est plus ou moins focalisée en disant le projet réaliste, c'est le projet belge dans lequel on peut effectivement vérifier les questions clés d'une manière tout à fait sur un modèle. Ce n'est pas un transmutateur industriel, c'est une maquette, mais une maquette à échelle réaliste pour tirer les conclusions qui s'imposent.
Et ben voilà, la toute première phase de ce projet est actuellement en construction et ce sera débattu cet après-midi, si j'ai bien compris. Voilà. 2 remarques tout de même. Nous avons très rapidement identifié que les arrêts intempestifs de l'accélérateur constituent un réel problème. Problème, il y avait une intervention ce matin, problème qu'il faut certainement attaquer des 2 côtés, que le massif sous-critique lui-même soit aussi un petit peu plus robuste par rapport au choc thermique, mais quand même, ce qui est demandé, c'est essentiellement que l'accélérateur soit fiabilisé. Pardon. En analysant, on est arrivé à la conclusion, et nous ne sommes pas les seuls, hein, toutes les sources à neutrons qui ont été construites depuis, la dernière c'est la European Spallation Source en Suède, que c'est la technologie la plus prometteuse et clairement une technologie qui est plutôt linéaire. Mais on va vous épargner ces débats. Il est tout à fait sain que le potentiel de différentes méthodes soit regardé. Mais je voulais quand même l'avoir dit que cette conclusion que mon collègue a présentée est quand même loin d'être unanimement partagée par les spécialistes, et surtout les spécialistes qui ont construit depuis les derniers 15 ans, ils ont choisi une autre option. Voilà, je vais terminer sur cela. Si j'ai encore à 30 secondes, une remarque sur le thorium. Il y a eu un réacteur au thorium qui, pendant quelques années, a fait de l'électricité au réseau allemand. 300 MW, le THTR. Juste pour dire, la filière thorium est une filière effectivement intéressante. Attention à ceux qui disent exclusivement, qui parlent exclusivement de la filière uranium. Après ce premier tour, peut-être que c'est l'occasion d'un petit passage par la salle. Quelques questions avant de... Ah, mais si elle veut, bien sûr. Mais vas-y, Valérie, si... Non? J'ai préparé un petit truc. Oui, bien sûr. Oui, donc je voulais dire que ce sujet, nous, on a commencé à travailler dessus il y a 2 ans, à la demande de Brice. Parce qu'à ce moment-là, chaque fois que je croisais Brice quelque part, il me disait alors, quand est-ce que vous bossez sur la transmutation? Donc on a fait un travail, et d'ailleurs, on vient de le publier. Hein. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a pris du retard. Pourquoi? On a eu le Covid, comme vous. Et puis aussi, surtout, on a eu l'annonce du plan France 2030, qui nous a juste bluffés. Puisque ça faisait des années qu'on regardait les Américains avec jalousie, qu'ils annonçaient 50 start-up, etc. Et qu'on disait en France, c'est un modèle étatique. Et là, tout d'un coup, on a vu arriver d'abord 5, puis maintenant, on en est à 17. Enfin, on s'échange les listes entre acteurs pour savoir tu en as combien. Voilà, donc on est extrêmement heureux de voir aussi l'arrivée des acteurs privés, des tas de nouvelles idées. Il y a tous les jours des nouvelles idées quand on regarde les nouveaux concepts qui sont faits. Alors, je voulais dire, quand tu disais tout à l'heure, on disait que le meilleur gagne. En fait, pour moi, dans l'ensemble de ces modèles, avec tous ces talents, dans les modèles gagnants, il y aura aussi leur adéquation aux besoins du système énergétique français. Alors, je pense que vous le savez, il y a une loi qui va arriver au Parlement au mois de novembre, qui est notre nouvelle stratégie bas carbone. Donc, il y a des groupes de travail qui sont en place, et c'est très intéressant parce qu'on ne boucle ni sur l'électricité aujourd'hui, sur nos besoins 2050, ni sur la chaleur, puisqu'on n'a pas assez de biomasse. Donc, il y a vraiment de la place pour le nucléaire pour contribuer et avec un portefeuille d'options nucléaires, dans laquelle je pense chacune a sa place. Je pense que puisqu'on vient de lancer les EPR, ils ont leur place pour garantir notre sécurité d'approvisionnement électrique. Hein. C'est beaucoup d'électricité sur très peu de sites avec toute une filière industrielle derrière. Donc, mais ça ne veut pas dire que toutes les autres options n'ont pas leur place. Et c'est ça que je voulais dire, c'est qu'en fait, et je pense que vous les avez évoqués, il y a plusieurs bénéfices que vont nous apporter, on nous appelle les Advanced Modular Reactors.
Et donc, ceux qui vont s'insérer, c'est aussi ceux qui correspondent, qui apportent les bénéfices par rapport aux besoins, comme je disais, du système. Il y a les matières. On a des matières assez spécifiques en France, puisqu'on a du plutonium, on a de l'uranium de retraitement, mais on a aussi de l'uranium appauvri. On a beaucoup d'uranium appauvri, donc c'est bien de pouvoir le valoriser. On a aussi une chaîne de gestion, de recyclage avec l'usine de Lague, qui est un atout extraordinaire. Je veux vous dire que quand les industriels français parlent aux États-Unis, on leur dit « Ah oui, on avait pensé au réacteur, mais on n'avait pas pensé au combustible. » Donc c'est un atout absolument considérable. Mais du coup, on a un système, donc il faut s'insérer dans ce système. Il y a les enjeux de sûreté, donc ça on en a parlé avec la sûreté intrinsèque, mais il y a aussi des nouvelles applications. Je vous parlais de chaleur. On n'aura pas cette biomasse pour la chaleur. Et ce qui est vraiment formidable avec nouvelles options qu'on va avoir, on pourra faire de la chaleur haute température. J'ose pas dire décarboner les process industriels, mais dire diminuer les gaz à effet de serre, les émissions de gaz à effet de serre dans les process industriels. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais dire en premier. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que, et ça c'est important aussi, nous, la raison pour laquelle Brice venait nous voir tout le temps en nous remuant, c'est qu'en fait, nous, on était quand même partis du fait qu'on avait déjà un super système de recyclage et de gestion des déchets. Et donc, dans les travaux qu'on a faits, donc on a publiés, on se posait la question, est-ce qu'on a vraiment besoin de la transmutation? Parce qu'on a quand même un système super, voilà. Et en particulier, se poser la question de CIGEO dans cet ensemble. Donc pour nous, ça ne remet pas en cause CIGEO parce qu'en fait, pour deux raisons. La première, c'est que d'abord, on a des verres qui existent et on continue à produire, donc on aura besoin d'une solution pour ces déchets. Il ne s'agit pas d'aller rechercher des actinides dans les verres. Alors, ça, je pense que personne ne va proposer ça. Et ensuite, en effet, ça on l'a dit, je pense que c'est très important d'être honnête dans notre communication. Il restera toujours des déchets, des produits de fission. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu vendu, Astrid par exemple, pour ne pas le citer, comme on va éliminer les déchets. Non, enfin, voilà, je pense qu'il faut vraiment être très clair et transparent sur le fait qu'on a des solutions qui permettront de gérer mieux certains déchets. Mais qui restera toujours des déchets à gérer, donc on aura toujours besoin de CIGEO. Et le dernier point que je voulais dire, c'est du coup pourquoi, si on a CIGEO, on a besoin de la transmutation. Donc nous, les conclusions qu'on a eues, c'est qu'on n'a pas de problème de sûreté dans le stockage avec les actinides, parce que vous savez qu'il n'y a pas le PU dans le stockage, parce que les actinides, finalement, ils ne bougent pas dans l'argile, même après être sortis de leur matrice de verre. Il y a un vrai enjeu d'emprise à cause justement de la contribution à la chaleur résiduelle. Donc on pourrait diminuer vraiment l'emprise du stockage. Mais c'est surtout, et ça c'est là-dessus que nous a poussé Brice, et je pense que c'est aussi un point que vous avez indiqué, il y a une demande sociétale. Donc il faut qu'on continue à bosser là-dessus pour satisfaire voilà, cette demande sociétale. Voilà ce que je voulais partager avant de poser la question. Merci. Oui. J'aurais juste un bref commentaire. Vous disiez à très juste titre, il y a un vrai enjeu avec la chaleur, et d'autres l'ont dit. Dans le cadre de ces contrats européens, ça a été, c'est maintenant indépendant si c'est ADS ou autre méthode, qui a été dit, si on transmute, on peut arriver à réduire l'empreinte, maintenant l'empreinte massique des sites de stockage par un facteur qui est quelque part entre 5 et 50 dans des hypothèses les plus optimistes. 50, ça veut dire toute l'Europe a juste besoin du site de stockage finlandais. C'est juste pour frapper de l'esprit que je dis ça. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, je ne dis pas qu'il faut rester autonome, mais quand même, c'est pour frapper l'esprit. On n'a plus partout, chaque pays, des sites. On pourrait avoir une approche européenne unique avec un seul site. Quelques questions dans la salle avant de relancer et pour conclure. En tout cas, merci beaucoup pour ce panel très très intéressant. Je voulais juste, je crois que c'est important aussi de mettre quelques ordres de grandeur.
Donc, avoir quelques ordres de grandeur ici dans le nucléaire. Donc, je suis d'origine indienne et je viens d'un pays qui a à peu près 3 fois, donc juste en Inde, il y a à peu près 3 fois la population européenne. Et ça fait depuis les années 50 que M. Homi Bhabha, qui est donc le père du programme nucléaire indien, voulait absolument que l'Inde utilise du thorium. Parce que pour justement, comme on n'a pas d'uranium et on a énormément de thorium, il aurait voulu déjà dans les années 50 que l'Inde s'intéresse plus aux réacteurs au thorium. Et quand je vous entends parler, j'ai vraiment l'impression qu'il y a comme un décalage parce qu'il faut décarboner. Donc Modi passe son temps à dire que... Oh, je m'excuse, j'ai utilisé le mot décarboner. Enfin, désolé. Enfin, le Premier ministre Modi veut absolument faire en sorte que l'Inde contribue en étant le 3e pays le plus pollueur, donc soit avec les énergies renouvelables, soit avec le nucléaire. Mais moi, j'essaie de comprendre comment ça se fait que la France, qui a un peu oscillé, donc comme tout le monde sait, à cause du problème, évidemment c'est très politique, l'intérêt pour le nucléaire. Je voulais savoir vraiment si, à un moment donné, l'humanité va vraiment prendre conscience du problème et de la quantité d'énergie, comme on en a parlé dans ce panel, nécessaire pour vraiment sortir de cette crise climatique. Et j'arrive toujours pas à comprendre, parce qu'il y a tellement de discussions pour comment avancer les choses, et il n'y a vraiment aucune solution en ce moment qui va faire qu'on va réussir les 1,5 degrés des accords de Paris. Et je pense que c'est vraiment très important que les gens se mettent ensemble. Évidemment, celui qui veut gagner, il faut que tout le monde, tous les acteurs dans le nucléaire le fassent, mais il faut surtout aussi qu'on se mette d'accord sur l'avenir des déchets. Parce que partout dans le monde, même en Inde, les déchets, c'est un problème. La population indienne, elle est très très consciente de ça aussi, et elle fait beaucoup barrage. Et je ne sais pas si vous pouvez m'aider à trouver une solution, parce que c'est très très compliqué en ce moment. Et les gens, il y a cette renaissance nucléaire en Europe, mais voilà, l'Europe, c'est, comme je vous ai dit, 1/3 de la population indienne. Donc, je pense que c'est très important que tous les acteurs du nucléaire se mettent d'accord, mais pour les déchets, il faudrait vraiment continuer à avoir une politique où c'est beaucoup plus harmonieux, où on a l'enfouissement. L'enfouissement est très très important parce que les gens, ils n'y croient pas trop à la transmutation encore. Donc l'enfouissement, c'est très important. Donc la Finlande c'était la Finlande, c'est bien juste, ou c'était la Norvège? Oui, la Finlande, elle a un grand programme là-dedans. Et il faudrait maintenant essayer de voir comment le monde, l'humanité, puisse trouver une solution. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Bonjour. Je rejoins un petit peu cette question qui, en fait, qui fait écho au titre du livre qui vient de paraître de Claire Kerboul sur l'urgence du nucléaire durable. En 2009, j'avais posé la question à Dominique Vignon, qui sera là cet après-midi. Je lui dis, mais est-ce que le nucléaire ne peut pas devenir durable? Et en fait, j'avais loupé un article qui avait été publié dans une revue bien connue par Elisabeth Tuffer en 2004, et qui avait précisément ce titre, le nucléaire durable. Donc en 2009, on a redécouvert cette idée en disant, oui, on en a déjà parlé, mais à l'époque, l'industrie, c'était pas la priorité de l'industrie. Il y avait l'expérience Atalante qui était en cours et qui a démontré la possibilité de vraiment réduire l'inventaire des matières fissiles et fertiles grâce aux réacteurs à neutrons rapides. Donc voilà, toutes les briques du puzzle étaient là et personne n'a jamais assemblé ce puzzle en fait.
Alors, est-ce qu'il a fallu France 2030 pour qu'enfin on ait les conditions qui permettent d'enfin assembler ce puzzle? Est-ce que l'industrie est vraiment prête à prendre ces décisions et ne va plus s'abriter, comme on nous l'a répondu pendant 15 ans, derrière « Ah oui, mais on n'a pas besoin avant 2040, l'acceptabilité, on n'en a rien à faire », etc. On nous a quand même répondu ce genre de choses dans l'industrie. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt vraiment à répondre à des besoins pressants comme celui de l'Inde, qui a besoin de 3 fois plus de réacteurs nucléaires que l'Europe? Est-ce qu'on a compris que c'est en 2030 qu'il faut répondre à cette urgence du nucléaire durable et pas en 2040? Parce que c'est quand même ce que nous ont dit tous les experts d'Areva et des autres groupes de la filière. Pendant des années, on nous a dit « mais non, on n'a pas besoin, donc on fera ça plus tard ». Et puis on nous a fait fermer Superphénix, donc on est fâché, donc on ne le fait pas. C'était pas très responsable comme réponse. Donc est-ce que tout le monde est prêt à faire ce qu'il faut faire? Juste pour... Une dernière question. Merci. D'une certaine façon, ma question dérive de tout ce qui vient d'être demandé ou explicité. Avec tout ce que vous nous avez dit, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que ce sont des briques qui peuvent être agrégées les unes après les autres? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent répondre très vite, mais qui seraient une sorte de transition? Monsieur Mox, on peut se dire que ça peut se faire très vite. Et ensuite, on voit bien les conflits. Effectivement, au niveau mondial, c'est une chose pour conquérir des marchés et être accepté. La question de la non-prolifération, il y a un certain nombre d'endroits où effectivement ça se pose, versus les besoins français. Et avec tout ce que vous avez raconté, j'avoue humblement que c'est pas clair. Je voulais quand même faire un commentaire. Je pense que le problème de la dégasification de l'atmosphère, enfin de notre planète, du réchauffement climatique, est un peu comme le cancer. Il n'y a pas une solution, il n'y a pas une maladie, il n'y a pas une raison pour le cancer, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs maladies, etc. Donc il faut le combattre avec tous les moyens qu'on peut, avec des différents moyens. Et on est déjà en retard. Ça, c'est clair. Donc, il n'y a pas une solution, malheureusement. Mais je suis vraiment en première ligne dans ce combat et je vois ce qui se passe. Et depuis 2 années, il y a une rapidité d'exécution, d'attaque de ce problème impressionnante. En Inde, il y a quelques jours, le gouvernement indien a fait une loi pour permettre des initiatives privées dans le continent. Donc peut-être ça va accélérer les choses, parce que c'est plus à la vitesse des décisions du gouvernement, si ça passe aussi à la vitesse des décisions du privé, peut-être ça va aller beaucoup plus rapidement, on verra. Moi personnellement, je pense, nous, notre société, je pense qu'on a une brique importante, parce que c'est ce qui a été extrait déjà de la Terre. Seulement en France, on pourrait produire de l'énergie pendant 2000 années, seulement avec l'uranium qui a été déjà extrait. Donc, il y a plein de solutions, pas seulement dans l'industrie nucléaire. Il faut les faire travailler toutes ensemble. Il ne faut pas penser qu'une solution est meilleure de l'autre. Il faut la mener jusqu'au bout et qu'elle puisse contribuer d'une façon significative à ce grand problème qu'on a, qui est un peu comme un cancer pour notre planète. Je voudrais rajouter quelque chose qui est important, c'est que vous avez parlé de l'Inde, et c'est très bien. Il faut avoir cette approche mondiale. C'est impératif. Comme on dit en France, on est ultra privilégié, tout peut se passer comme on fait aujourd'hui. Bon, ce sera bien, mais finalement, on ne va pas perdre notre travail demain matin, on aura toujours à manger demain matin. Ce n'est pas le cas dans ces pays. Demain, c'est l'Indonésie, après-demain, c'est l'Afrique. Le 1,5 milliard d'êtres vivants qui arrivent, pour monter à 10 milliards, il est en Afrique. On le sait aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire face à ça? Il faut faire confiance à l'économie. Qu'est-ce qui dirige le monde? C'est l'économie. Ce ne sont pas les politiques. Nous avons besoin des politiques de créer les conditions, c'est-à-dire de nous imposer des choix sociétaux comme éradication des déchets,
Donc travaillons sur ce nucléaire durable, et je suis ravi qu'on l'utilise parce que nous, c'est notre tagline, notre motto depuis le début. C'est vers un nucléaire durable, avec probablement une filière spécifique pour l'éradication de ces déchets, de manière à laisser la fission classique à l'uranium pouvoir s'époumoner autant que faire se peut. Maintenant, pour pouvoir traiter à l'échelle mondiale, il faut avoir une vision de déploiement mondial. Narea a fait ce choix dès le début. Nous n'avons pas dit nous développons un réacteur de recherche, nous n'avons pas dit nous voulons faire 1 ou 2 petits réacteurs pour se faire plaisir et dire on y arrive. Non, nous on a des gigafactories derrière avec 400 réacteurs produits par an à terme. C'est gigantesque, mais ce sont des choses que nous les industriels on sait faire. On sait faire ça. Et le génie français, il a cette compétence. Donc on ne dépend même pas de compétences extraterritoriales. Nous avons en France toutes les compétences pour faire de très grandes entreprises à vocation mondiale, avec un savoir-faire qui est de chez nous. Donc gardons à l'esprit ce déploiement industriel très grande échelle. Et quand je dis très grande échelle, vous voyez, nous on a prévu d'aller jusqu'à 400 réacteurs par an. Il faut que chacun d'entre nous, nous ayons les mêmes ambitions. Et là, nous serons capables de commencer à pouvoir répondre à ces pays qui vont en avoir cruellement besoin. Alors, on n'est pas les seuls. On a juste oublié la Chine dans l'histoire. N'oublions pas nos amis chinois qui sont en train d'aller extrêmement vite, qui ont des lois environnementales plus draconiennes que les lois européennes aujourd'hui, qui sont passées du jour au lendemain. Ils sont en train de se soigner et ils vont probablement réussir à décarboner de manière fossile, pour reprendre je suis d'accord, il faut bien décarboner en tout cas tout ce qui était énergie fossile. Ils vont le faire avant nous. Est-ce qu'on est capable d'aller aussi vite? Moi, je le pense. Je suis convaincu que nous sommes capables de le faire. Et avec des moyens privés, parce qu'il faut des partenariats publics-privés, mais c'est bien à l'argent privé de financer ces choses-là, puisque c'est de l'économie. Le licensing viendra de manière internationale. Chacun pourra, dans son territoire, utiliser le licensing de son pays de référence. Et vous prenez le licensing français, il est reconnu à l'étranger dans plein de pays. Donc ça va fonctionner. Je ne veux pas casser l'ambiance. Je suis très satisfait de cet enthousiasme et de je constate tout de même que c'est lorsqu'un politique, président de la République, avec lequel on peut penser ce qu'on veut, qui dit « je relance le nucléaire », que l'opinion française se transforme très brutalement. N'oubliez pas qu'il y a encore quelques mois, la densité anti-nucléaire, si j'ose dire, de l'opinion française était très très lourde. On était au fond du trou. Enfin, il y avait quelques-uns qui essayaient de tenir le coup, mais donc il faut bien voir l'importance quand même du politique dans cette affaire, me semble-t-il. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, passer à l'échelle mondiale. OK, quand on voit qu'on n'est pas capable de passer à un accord franco-belge pour quelques centaines de millions d'euros pour réaliser un démonstrateur dont on continue à faire des discussions sur des polémiques, me semble-t-il. Est-ce qu'il y a vraiment un usage? Est-ce qu'il n'y a pas d'usage? Est-ce qu'il faudrait, etc. Ne semble pas à la hauteur, en fait, de la préoccupation dans laquelle nous sommes. Donc, on peut se projeter très en avant, on peut en tout s'enthousiasmer. Je crois qu'il faut être très concret et prendre en compte qu'aujourd'hui, il y a des enjeux immédiats. Et si jamais on ne franchit pas ces étapes-là, je crains que vraiment on continue à croire un peu qu'on peut transformer les choses. Je suis très satisfait de l'enthousiasme du moment. J'aimerais qu'il puisse y avoir au niveau concret des résultats qui montrent qu'on peut avancer. Je voudrais donner un tout petit exemple. Je suis issu du CNRS. Quand on va voir le CNRS en lui disant « mais vous avez la responsabilité par la loi de... Ah oui, mais la big science, ça coûte très cher, et puis les nucléaires, le CNRS, il dit « je veux bien, mais alors pas sur mon budget ». Quand on va voir le CEA, on lui dit « ah oui, mais nous, on est complètement engagés dans tel type de recherche, et puis là, on n'a pas assez, donc on va pas... » Ça ne peut pas durer comme ça. Ça ne peut pas durer comme ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'effectivement les politiques prennent des responsabilités dans cette affaire et disent qu'effectivement, il y a des enjeux et il y a la nécessité de prendre en charge. Très concrètement, nous avons aujourd'hui un fonds en France qui est constitué pour les producteurs de déchets de façon à ce qu'il y ait le démantèlement possible, mais en même temps, c'est sur ce budget et sur ce fonds que sont pris les crédits pour faire Buan.
est le site d'expérimentation de CIGEO. Donc, selon la loi même, il y a la possibilité, non pas de prendre sur les budgets de la recherche, qui sont déjà bien insuffisants, mais d'aller prendre sur ce fonds pour aller nourrir des sites d'expérimentation dont on a besoin et de faire avancer les choses. Mais personne n'ose le faire. Je suis stupéfait face à votre enthousiasme de voir de l'autre côté la réalité qui est celle de le pied sur le frein à fond la caisse, et ça dure depuis très longtemps. Donc on a bien là un moment essentiel, et c'est pour ça que ce colloque, on le voulait si fort, c'était pour qu'on mette vraiment l'évidence qu'aujourd'hui, oui, on relance le nucléaire, mais en France, il faut qu'on s'occupe aussi de ces déchets. C'est fort bien que justement l'initiative et les initiatives dont vous parlez sont toutes des initiatives qui partent à partir des déchets. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait remarquable. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous a invité, parce que ça nous semblait être tout à fait remarquable. Le dernier aspect sur lequel je crois il faudra vraiment beaucoup réfléchir, c'est la nécessité en France, on a mis toutes les évidences qu'on a dit, on a un secteur de recherche qui est tout à fait excellent. Et cette capacité à mobiliser, y compris les secteurs de recherche, sur des problèmes comme ça, reste un problème essentiel. On ne pourra pas continuer à travailler si jamais il n'y a pas une relation publique-privée avec les grandes institutions scientifiques de notre pays. Or, on voit aujourd'hui que c'est quand même pas tout à fait comme ça que ça se passe. Donc, il y a plein de questions de cette nature qui relèvent là de choix politiques et d'organisation politique. Bon, c'est ce que je voulais simplement dire, c'est-à-dire que l'économie, oui, d'accord, mais il faut qu'il y ait dans tout ça un minimum de cohérence et de capacité de mobilisation des uns des autres, y compris sur l'impact sur l'opinion publique, qui est quand même, parce que le nucléaire, c'est aussi comment réagit la société par rapport au nucléaire. Donc, et là, il y a donc tout ça à faire. Donc, c'est tout à la fois. Je ne crois pas simplement au tout économique, c'était ma remarque. 12h04, non, on a Valérie. changé de sujet, mais je voulais juste dire que l'opinion publique sur le nucléaire remonte dans tous les pays du monde. Ce n'est pas uniquement à cause du président Macron. Et ça avait remonté bien avant. Hein. Et ce n'est pas sur des sujets climat, enfin sur les enquêtes qu'on a, c'est sur des sujets de sécurité d'approvisionnement énergétique. Il faut savoir qu'on a eu quand même des blackouts en pays riches. Récemment, on a eu des problèmes en Californie, on a eu des problèmes au Texas. Les gens n'ont plus confiance, ça ressort bien des enquêtes, les gens ne croient beaucoup moins à l'option 100% renouvelable. C'est vraiment un truc qui est un peu tombé depuis 10 ans par rapport à ce qu'on avait en 2012. Voilà. Donc ce qui pousse ça, c'est d'abord la sécurité d'approvisionnement électrique. Enfin, je parle de l'opinion publique, hein, puisque malheureusement, la moitié de l'opinion publique ne sait pas que le nucléaire est bas carbone. Là, je peux utiliser carbone. Et l'autre point, c'est l'indépendance énergétique. Il y a eu une remontée très forte après la guerre en Ukraine, avec beaucoup de pays qui avaient pris une option renouvelable gaz, qui regardent maintenant une option renouvelable nucléaire. Voilà. Voilà. C'était juste que je voulais préciser. Voilà. Ok. On se refait un dernier petit tour vers la salle avant de... À 12h15, pile, on arrête. Hein, vraiment. Je vous en prie. Oui, bonjour, Christophe Journet, Matière Première Énergie Média. D'abord, merci à vous tous, parce que je pense que ça fait un petit moment que je n'ai pas entendu ce type de direction de pensée. Et simplement, j'ai une question à vous poser, alors je ne sais pas qui pourra répondre. En fait, je ferai un parallèle avec ce qui se passe, je l'ai observé cette semaine, pour le 75e anniversaire du Bureau International of Recycling, du recyclage à Amsterdam, là où ça a été créé, avec les Français d'ailleurs, qui étaient déjà là. Eux ont une stratégie qui consiste à dire... Tant qu'on parlera déchets, personne ne nous entendra. Quand on parle ressources, le déchet est une ressource. Le déchet nucléaire est également une vraie ressource, ce que Valérie Faudon m'a expliqué d'ailleurs il y a déjà plusieurs années. Mais je crois que est-ce que ce n'est pas quelque chose d'important et comment y arriver? Alors, je peux dire, moi, étant moi-même média, je sais qu'il y a des choses qui passent facilement, d'autres un peu moins. On fait passer beaucoup plus facilement à Fukushima que le progrès. Enfin, ce qui participe du progrès. Je me rappelle la dernière discussion que j'avais eue avec De Margerie avant son accident d'avion en Russie. Il me disait, ce que personne ne comprend, c'est que les besoins en énergie continuent
et vont continuer à augmenter considérablement. Oui, peut-être sortir des fossiles, mais avec quoi? Donc là, en fait, je pense que la transmutation, est-ce que cette idée de la faire passer en disant ce ne sont pas des déchets? Jean Covici disait l'autre jour, il faut aussi dépassionner, rendre sereins les débats. Mais c'est pareil, ce débat sur ces sujets d'énergie n'est pas un débat déchets, c'est un débat ressourçant. Qu'est-ce que vous en pensez? Je me permets de prendre la parole là-dessus. D'abord, je me permets d'avoir la parole, ça va être très vite. Je voulais remercier Mira d'avoir montré le chemin pour nous. En tout cas, c'est une source d'inspiration. Et en discussion avec des journalistes, en fait, on a trouvé, on n'est pas un clean energy, on est un clean up energy. Ça pourrait être quelque chose de plus intéressant. Pas tous les déchets sont des ressources. Le plutonium, oui, les actifs mineurs, moins. Donc il faut quand même faire attention. Ce n'est pas simple, c'est le problème de l'énergie. Et je voulais juste finir sur le fait que l'énergie, c'est les gouvernements, absolument. Les renouvelables ont été financés par les gouvernements. Le nucléaire va être financé par les gouvernements. Et en plus, on a le problème de la sûreté qui tombe dessus. Donc on ne pourra pas échapper au gouvernement. Et l'économie est complètement subsidiaire, pour moi, au gouvernement. Si les gouvernements demandent, on fait. Ça, pour moi, c'est très clair. La dernière chose, c'est que pourquoi on est une start-up? Beaucoup de gens m'ont dit, mais c'est pas à vous de le faire, c'est au gouvernement de le faire. Les Américains vous posent toujours la question. Comment vous allez tenir? Comment vous allez trouver l'argent? Alors je sais que Stéphane Obono est un magicien, mais il n'y a pas beaucoup de gens comme lui. Donc comment on va trouver l'argent et pourquoi on existe? On existe parce que nous avons la possibilité d'une flexibilité, d'un dynamisme, comme vous en parlez, de faire des alliances, d'aller chercher des choses qui n'ont pas été forcément cherchées par des grands scientifiques ou des grands ingénieurs qui veulent s'amuser, surtout qui veulent faire des choses passionnantes. Un industriel, ça fait des choses qui marchent plutôt que juste de faire des choses passionnantes. Et c'est peut-être là la différenciation fondamentale pour nous. Je vous remercie en tout cas de votre attention. C'est extrêmement intéressant et merci. Alors, ma propre petite expérience sur le climat, nous avions organisé quelque chose qui s'appelait le Business and Climate Summit, juste avant les accords de Paris. Et c'était extrêmement intéressant parce que c'est parce que les entreprises étaient là et disaient « nous pouvons le faire » que les politiques ont été rassurés et ont pu prendre les décisions après. Je crois qu'il faudrait que l'enthousiasme qu'on voit aujourd'hui ne soit pas freiné par des problèmes tels que le manque d'ingénieurs, le manque de techniciens. Et ça, c'est un domaine où les politiques peuvent intervenir pour vraiment améliorer le système éducatif d'abord, la formation, faire en sorte que la science soit considérée comme part entière de la culture. Parce que j'avais voyé des chiffres il y a 1 an ou 2 qui sont peut-être plus d'actualité, mais l'Allemagne cherchait 60 000 ingénieurs, je ne connais pas les chiffres pour la France. Et en plus, c'est beaucoup plus difficile dans le domaine nucléaire parce que les jeunes aujourd'hui n'ont pas tellement envie d'aller dans le nucléaire, ils veulent un MBA ou alors faire de la philosophie à l'université. Donc il faut stimuler les nouvelles générations, mais surtout faire un effort massif dans le domaine de l'éducation. Oui, bonjour. Il semble que l'on sorte d'un hiver nucléaire qui a quand même duré au moins 20 ans. Ce n'est pas encore vraiment le printemps, hein, quand même, parce qu'on nous dit, enfin RTE nous dit, attention, ne comptez pas sur 1 TWh supplémentaire de nucléaire avant 2035. Hein. Peut-être même un peu plus. Et dans le même temps, on dit qu'il faut encourager les usages de l'électricité. Il faut développer l'électricité dans tous les domaines. Alors, c'est pas très facile, hein, parce que ça veut dire qu'on est donc dépendant 100% du renouvelable pour la croissance des besoins en électricité. Donc, c'est pas facile de concilier les deux choses. Et donc, on a besoin de témoignages concrets du renouveau du nucléaire. Et j'avoue qu'après vous avoir entendu ce matin, je n'ai pas les idées d'une folle clarté.
parce que on a M. Alexandre qui dit non, allez, on avance. Hein. M. Chermans-Schreiber dit non, on prend son temps. Donc finalement, de toutes ces technologies que vous avez évoquées, quel est l'échéancier? On parle de quel horizon, hein? Qu'est-ce qui va se passer dans les 10 ans, dans les 20 ans, dans les 30 ans à venir, hein? Oui, merci. Moi, je ne voulais pas poser de questions, mais simplement faire un petit commentaire d'un point qui n'a pas été du tout évoqué. Vous avez parlé beaucoup des politiques et des gouvernements, mais il ne faut jamais oublier que, en fait, tous ces investissements, c'est les utilisateurs finaux qui achètent l'électricité qui les payent. Et donc, il faut que le prix de l'électricité soit soutenable pour tous. Ce n'est pas les politiques qui payent, ce n'est pas les gouvernements qui payent. Le programme nucléaire français, nos centrales nucléaires aujourd'hui ont été financées en fait par les clients, par les consommateurs et certainement pas par les pouvoirs publics. Et donc c'est ça qui va probablement et très très certainement perdurer. Et donc il faut assurer une économie globale de tout ce processus dans la durée. Voilà, n'oublions pas qu'aujourd'hui beaucoup de gens peinent, et je pèse vraiment mes mots, peinent à payer leurs factures. Et c'est aujourd'hui leur préoccupation principale. Je peux répondre ? Vas-y. Sur le pouvoir d'achat, c'est probablement le sujet numéro 1. Il n'est pas qu'en France, hein, il est mondial. Donc si on n'est pas capable de sortir aujourd'hui véritablement un coût de l'énergie accessible, on n'y arrivera jamais. Quand on dit que les énergies fossiles sont moins chères, c'est faux. Où est pris en compte le coût du réchauffement climatique? Nulle part. Si vous l'intégrez, c'est ce qu'on appellerait le prix du carbone quelque part, pour pouvoir taxer, on verrait le vrai coût des énergies fossiles, qui est astronomique. Là, nous avons, avec l'énergie nucléaire, une énergie dont on est capable aujourd'hui, avec la fermeture complète du cycle, avec ces neutrons rapides, enfin d'avoir une vision globale. Surtout que je rajoute quand même qu'avec la science qui avance et l'industrie qui avance, probablement que certains produits de fission vont être recyclables. Moi, je viens du monde du recyclage, parce que j'étais avant chez Suez. Je peux vous dire que le zéro déchet, c'est pas un vœu pieux. C'est des choses qu'on fait techniquement, pratiquement tous les jours. Et donc, on arrive à baisser considérablement les factures avec ça. Donc, il faut vraiment intégrer ça et se dire le pouvoir d'achat doit être l'étoile polaire pour réduire les coûts le plus possible. La deuxième chose, c'est l'histoire des délais. Et c'est lié finalement au coût. On ne peut plus partir sur des programmes à 20, 30, 40 ans. C'est faux. Moi, en tant qu'individu, je me refuse à faire ce genre de choses. L'industrie a passé son temps à réduire les délais d'une manière drastique. On passait de 10 ans à 5 ans, à 2 ans, à 6 mois. Je peux vous en témoigner sur des tas de choses personnelles que j'ai réalisées. Ce n'est pas des choses que j'ai entendu dire, je les ai faites. Donc nous sommes capables, sur des délais raisonnables qu'on appelle maintenant industriels, de développer beaucoup plus vite que ce qu'on faisait dans le passé. Tant mieux, l'industrie a évolué. Une usine 4.0 aujourd'hui n'a plus rien à voir avec une usine d'il y a 20 ans ou d'il y a 30 ans. C'est le jour et la nuit. Donc nous, aujourd'hui, on est sur des délais qui correspondent un peu à ces échéances. On se dit que d'ici 2030, il faut être sur le marché. Il y a urgence. Ça veut dire qu'il faut se mobiliser. Eh bien, on se mobilise. Je vous donne un exemple. Nous, on est monté de 1 salarié à 125 salariés le mois dernier en 16 mois. On le fait. On a levé suffisamment de fonds sur le marché privé pour se financer largement sans un denier public aujourd'hui. Par contre, l'effet public va être un bras de levier, un effet levier pour aller lever encore plus de fonds sur le marché privé. Il n'y a jamais eu autant d'argent sur le marché privé. Il n'y en a jamais eu autant. Et cet argent est en manque de projets. Ils n'achètent pas des projets scientifiques, ils achètent des projets industriels. Donc à nous, industriels, de marier la science et donc la recherche et un petit peu d'argent public, mais très peu, surtout très peu, histoire de montrer la confiance et le suivi. Et après, c'est à nous de faire notre métier, d'être capable d'en développer des industries qui soient rentables, parce que pour être durable, il faut être rentable. Et bien sûr, avec l'étoile polaire dont je parlais, tout en gardant un niveau de prix le plus bas possible pour l'individu, mais pour les entreprises. Un dernier commentaire, nous sommes, chez Enarea, submergés par les demandes des industriels. Des grands groupes industriels, français et étrangers et américains, qui viennent nous voir, tenez-vous bien, pour passer commande aujourd'hui, pour être livrés en 2030. Leur bête noire aujourd'hui, c'est la sécurisation énergétique.
Ils ont tous conscience de cette multiplication par 4 de la demande. Ils savent tous que le système ne sera pas capable. Ils ont donc besoin de devenir autonomes, d'avoir de l'autoconsommation pour assurer la sécurisation énergétique. C'est fondamental. C'est un changement, mais dramatique, de la situation. Nous, en tant qu'industriels, on surfe sur la vague parce que ça, on sait. C'est-à-dire le marché, on suit le marché. Le monde a toujours tourné comme ça, il faut continuer. Il faut regarder les choses pragmatiques. Le politique ne pourra pas résoudre ça. Il va créer les conditions. Et c'est ce qu'on lui demande, de créer, de réguler, pour nous donner un cadre de jeu, un terrain de jeu avec des règles. Après, le privé doit financer, aux côtés avec un partenariat public-privé, doit permettre de financer ces choses-là. Je partage et je complète ce discours. On a pris le défi, dans le cadre de France 2030, de délivrer un réacteur en 2030. Et je sens qu'il y a une envie de collaborer aussi de la part des institutions. L'ASN est sérieusement engagé à accélérer ces procédés. Et il y a une chose très intéressante pour répondre à une question qui avait été posée avant. On a aussi commencé un parcours en Angleterre parce qu'on veut déployer 4 gigawatts électriques en Angleterre, après cette année 2030. Et l'ASN, effectivement, nous a demandé si on avait envie d'engager un discours entre différents organismes de licensing. Donc il y a aussi une réelle collaboration qui s'engage, surtout en Europe, pour ce que j'ai vu entre les différentes autorités. Donc il y a un bon signe, une bonne volonté aussi de la part des autorités de sûreté qui doivent rester vigilantes et rigides, mais aussi montrer un esprit un peu différent du passé. Je vois cette dynamique aussi. Je voudrais faire une remarque parce que c'est extrêmement important. Je pense qu'on aura besoin de process nouveaux, pas moins 10 ans évidemment au niveau des exigences de sûreté, mais adaptés aux nouveaux acteurs. Et on voit qu'aux États-Unis, il y a énormément de débats là-dessus, très houleux, en fait, parce que la NRC a sorti un nouveau process, mais qui est en fait encore plus compliqué que celui d'avant. Et donc je pense que ça, c'est vraiment une priorité. Je pense que l'ASN en a bien conscience, mais il faut vraiment qu'on s'organise là-dessus. C'est vraiment essentiel. Voilà. Merci à tous. On va conclure cette première matinée.